Moi, au départ, je voulais être ingénieur du son musique. Parce que batteur, parce que plein de copains musiciens, etc., etc. Et puis en fait, j'ai découvert à l'école que les métiers du son au cinéma existaient. C'est vrai que quand tu es étudiant, tu fais un bac C, ou enfin à l'époque c'était un bac C, au niveau de la formation, on ne dit pas tous les métiers qui existent au niveau son. On dit il y a la sono, il y a ingénieur du son musique, puis ça s'arrête un peu là. C'est venu très bêtement du fait que je faisais beaucoup de musique quand j'étais enfant et adolescente. Et j'ai fait de la musique, j'ai fait de la musique au conservatoire. Voilà, j'apprenais la musique et à défaut d'être musicienne, parce que en fait ça m'attirait pas plus que ça, très vite parce que je faisais partie d'un orchestre qui a été enregistré pour la radio. À l'époque, voilà, ça m'a tout d'un coup très intéressée de faire du son autrement que par la musique. Mon père est musicien, il écrit des contes pour les enfants et il fabrique des instruments de musique dans le sud de la France. Donc j'ai très tôt été plongé dans la musique, la fabrication. J'ai su qu'il y avait Louis Lumière qui existait, qui s'appelait Vaugirard. Enfin, pas à l'époque, ça s'appelait déjà plus Vaugirard. Et donc j'ai passé le concours 2 fois parce que j'avais juste le bac alors que la plupart des gens avaient le bac plus 2 minimum. À l'époque c'était un BTS, c'était pas l'école en 3 ans qui existe maintenant. Et donc j'ai passé et le bac 2 fois et le concours à l'entrée de Vaugirard 2 fois. Donc la deuxième année c'était la bonne, j'ai tout eu en même temps et donc je me suis retrouvé à Vaugirard. Du coup, après, j'ai cherché ce que je pouvais faire pour devenir ingénieur du son. Et c'est en cherchant petit à petit les études que je pouvais faire et vers quoi je pouvais m'orienter que j'ai découvert le cinéma. Et que j'ai découvert le son au cinéma. Et que tout d'un coup, je me suis dit que c'était quand même encore plus rigolo et encore plus intéressant de faire du son avec de l'image. Moi très vite, je suis allé chercher ce qui se faisait dans le son sans attendre les conseils d'orientation et même en voulant avoir un parcours scientifique. Donc je me suis dirigé vers la section S pour pouvoir accéder à ça. Je connaissais l'existence d'une formation qui était le post-bac, donc qui s'appelle le BTS de visuel. Je me suis renseigné sur la plus proche, donc, qui était Toulouse. J'ai tenté que celle-là. Je suis rentré à Toulouse de manière assez naturelle après le bac parce que j'étais déjà un petit peu, pas dans le son, mais j'avais quand même un peu bricolé, fait des choses. Pendant les 2 ans, c'est vrai qu'on fait beaucoup de théorie, c'était ce qui était reproché à l'école à l'époque. On fait beaucoup de théorie, mais en même temps, ça t'apporte les bases nécessaires à utiliser ce genre de matériel et à voir et l'acoustique et l'électronique d'une façon différente, quoi. Je me suis dit, bon, bah, je peux faire un BTS, je peux faire maths sup et puis après passer Louis Lumière, je peux faire. Voilà, j'ai vu tout ce que je pouvais faire et puis je me suis inscrite partout où je pouvais m'inscrire. Et notamment dans une prépa qui s'appelle Cinésup et qui est à Nantes. Et qui est une prépa qui prépare aux écoles d'audiovisuel, notamment à la FEMIS et à Louis Lumière. Sorti du BTS, toutes les propositions qu'on nous faisait dans le sud n'étaient pas très intéressantes, donc je suis monté tout seul à Paris. Avec un copain qui était graphiste et qui était artiste aussi. On est parti à deux. Et là, j'avais pas connaissance ni du réseau, ni de l'école, des écoles parisiennes réellement. Je visais pas le cinéma du tout. Moi, je visais plutôt la musique. Mais il s'avère que le réseau audiovisuel est plus orienté court-métrage. Dès qu'on arrive à Paris, c'est la première chose sur laquelle je suis tombé. Par les petites annonces, notamment des sites de cinéma qui cherchaient des techniciens son. Et j'avais une petite formation d'assistant son, un peu, donc, via le BTS, mais qui était assez légère, quoi. J'ai un peu essayé de travailler à la télévision, ça s'est mal passé. Quand j'ai continué l'école et je suis sorti au bout de 2 ans, j'avais envie de continuer de faire de la musique, a priori. Donc j'ai rusé, j'ai pas été assistant. En fait, avec 3 autres camarades de la même promotion, on a monté un studio d'enregistrement, musique, au départ, qui s'appelait Mergiture. Et voilà, on a monté notre studio et on est devenu chef, petit chef, mais au moins on faisait vraiment ce qu'on avait envie de faire. J'ai passé Louis Lumière que je n'ai pas eu. Et j'ai passé la FEMIS la même année en fait. Et j'ai eu la FEMIS donc, cette année-là, c'était 98. Et je me suis retrouvé un jour dans une fête, un peu par hasard, qui était dans les locaux de la FEMIS, donc qui était au sous-sol. Et je trouvais les gens vraiment chouettes. C'est des gens qui m'avaient l'air passionnés, qui étaient engagés dans leur métier. J'ai eu des discussions, j'ai fait des rencontres. Et le lendemain, c'était la journée porte ouverte. Donc c'était la fête qui précédait la journée. Je suis allé à la journée porte ouverte, j'ai visité l'école. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça qu'il me faut.
Donc j'ai enchaîné l'inscription au concours dès le lendemain. Je me suis inscrit, j'ai arrêté mes petits boulots. Je faisais aussi de l'intérim beaucoup pour gagner ma vie, parce que j'étais complètement autonome à ce moment-là. Et je suis rentré. Donc ça a marché. Ça a marché, c'était en février. Le concours s'est étalé sur 3 mois. Et en juin, j'étais accepté à la FEMIS. S'ensuit 4 ans d'école et puis la sortie en 2007. Comment tu as fait après, quand tu sors de l'école et tout ça? Moi, je dis, il faut toujours, pour espérer faire quelque chose qui t'intéresse vraiment et arriver là où tu veux être pour faire les choses bien, à l'aise et tout ça, il faut au moins 10 ans. Bon, maintenant, ça se réduit un tout petit peu parce que les techniques ne sont pas les mêmes, etc., etc. Mais une fois que tu sors de l'école, quelle qu'elle soit, je pense qu'il faut faire son chemin. Il ne faut pas aller trop vite. Et voilà. Moi, je dis depuis une dizaine d'années. On m'avait souvent dit, oh là là, tu veux faire du mixage, t'es folle. C'est trop dur, tu vas pas y arriver. Contrairement, il y a des gens aussi qui m'ont dit, enfin, au contraire, il y a des gens qui m'ont dit, vas-y, t'as aimé ça, t'es faite pour ça, t'aimes ça, avance quoi. Mais j'avais un peu en tête le fait que le mixage, c'était difficile d'y arriver. Plusieurs personnes ont essayé de me dissuader de le faire parce que justement en disant, tu vas te faire bouffer par les hommes, tu vas être mal accueilli, voilà. On est très peu nombreuses à faire ce métier-là. Mais ça, moi, c'était autant le côté, ça va être difficile, il n'y a pas beaucoup de place et tout ça, ça me rebutait un peu. Autant le fait d'être une femme ne me rebutait pas du tout. Au contraire, ça m'amusait. Et je me suis dit, et pourquoi pas, quoi. J'ai fait plein de petits trucs en sortant. Je prenais tout, quoi. Du moment qu'il y avait un cachet, des heures, je prenais. Je faisais, même si des fois, comme ça, je me suis retrouvé à faire plein de trucs. J'ai été au Quai Branly pas mal de temps pour filmer les expos. Je me suis retrouvé à l'étranger, j'ai été sur des clips, j'ai été sur des courts-métrages fiction. Je sais même plus quoi. Une fois, j'ai essayé en fait, c'est juste les fiches de paye qui font le CV, mais des fois, je les regarde, je me dis. En court-métrage, par exemple, je peux même pas faire de CV, quoi. Parce qu'il y en a eu trop, et c'est des courts-métrages qui sont des fois même pas vus. Est-ce que ça compte ou pas? J'ai fait tout ce qui venait. En plus, j'avais l'avantage d'être super jeune, donc j'avais la patate. Donc des nuits, la journée, une pige pour M6, et puis le soir, je mixais un court-métrage. Voilà. Alors j'ai fait des choses très très bien et j'ai fait des choses pas bien du tout aussi parce que voilà, j'acceptais vraiment, j'étais vraiment la personne qu'on appelait pour faire tout et n'importe quoi parce que les gens savaient que j'acceptais, puis ça c'est très vite en fait les choses. De toute façon, dans tous les milieux, mais dans le milieu de l'audiovisuel, les gens on est finalement pas si nombreux. Et puis les choses se savent très vite. S'adapter à tout, ouais. J'ai l'impression que c'est ce qui est demandé et, aux jeunes en tout cas, qui sortent, de pouvoir être capable de faire un peu tout. C'est comme ça qu'on fait pour avoir toutes ces heures en fait. Je crois, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai fait au début. Après c'est dangereux parce que on occupe des postes qui ne sont pas forcément les siens. Et après, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis, qui travaillaient eux dans le cinéma, qui m'ont dit mais pourquoi tu ferais pas du cinéma, mixeur cinéma Et puis petit à petit, je suis allé avec un camarade en tant qu'assistant ou co-mixeur, ça dépendait des projets. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais la technique est pas si différente. C'est-à-dire que la technique d'une console, en musique ou en cinéma, c'est pas le même emploi, mais c'est quand même la même technologie, la même technique. Ce que j'aime bien faire et ce que je fais le plus en ce moment, c'est du montage son. Et je crois que c'est sur ça que je commence à être un peu repéré, quoi, en tant que je suis un monteur son. Voilà. Ça me convient très bien, hein, j'aime bien ça. C'est moins de responsabilité que le mixage. C'est quand même un travail que je trouve excitant parce qu'on écrit le film, on est un peu tranquille, le réalisateur est un peu moins là. Donc on a une part de liberté qui est assez grande. On fait des propositions et au mixage, il décide si nos propositions plaisent ou pas. Donc il y a beaucoup d'espace pour travailler, quoi. Il y a plus de temps aussi qu'au mixage. C'est comme au montage, on construit les scènes. Et on invente même plus qu'au tournage et au mixage, je trouve. Historiquement, c'était le chef monteur image qui faisait aussi le montage son, puisqu'il n'y avait pas de monteur son, vraiment à ce moment-là. Alors je ne sais pas à quelle période ça a basculé, mais c'est vrai que c'était souvent les assistants images qui faisaient le montage des directs, etc., etc.
Donc là, avec la technologie et l'ordinateur arrivant, c'est vrai que les métiers de monteur son direct, monteur son sound design et tout ça, est apparu. Et il y a plein de monteurs son qui me disent, écoute, voilà, moi j'ai fait des niveaux, machin, machin, si ça te convient pas, on enlève les niveaux et tu refais le boulot. Voilà, donc c'est pas compliqué. Après, c'est un problème d'entente. Est-ce que le mixeur, qui est soi-disant la star du son dans le cinéma, accepte que le monteur son fasse des niveaux? Bah oui, bah bien sûr, on accepte. Le travail du mixeur, c'est d'accompagner le réalisateur dans les choix qu'il va faire sur l'espace de sa bande sonore. Avant, il y a eu le monteur son qui a accompagné le réalisateur sur le choix des sons. Après, tout ça interagit. Que nous, on ne travaille pas sans monteur son. Le monteur son, il travaille dans l'optique d'un mixage et nous, on travaille avec un travail de monteur son. Et parfois, les frontières sont très très fines. Le mixage, globalement, si on veut comparer ça à de la peinture, il y a le preneur de son direct qui fournit la toile. Tu as les monteurs directs, etc., qui font la peinture, machin. Moi, je mets le vernis. Voilà. Et puis le vernis est plus ou moins beau. Soit c'est un vernis et une couche, soit c'est un vernis au tampon. Selon le temps qu'on nous donne pour faire. Le travail de base du mixage, c'est les niveaux. On va faire des niveaux entre les sons pour faire des rapports entre les sons et puis aussi faire une sensation au spectateur. Puisqu'on sait très bien qu'un son très faible où on est obligé de tendre l'oreille ne fait pas le même effet pour un spectateur qu'un son très fort. C'est vrai que maintenant, c'est pas rare qu'on se retrouve avec 48 pistes de dialogue, 32 pistes de bruitage, entre 6 et 48 pistes de musique selon ce que l'ingénieur de musique te donne, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce qu'on appelle les stems séparés, c'est-à-dire les cordes d'un côté, les percus de l'autre, etc., pour pouvoir améliorer. Pas démixer le travail qu'ils ont déjà fait, évidemment, on ne va pas recommencer tout le temps à zéro, mais pour laisser passer un dialogue sans baisser toute la musique, par exemple. Après, des ambiances, bon, ça peut aller, pareil, jusqu'à 128 pistes. Les effets aussi, alors ça dépend des films. Notre travail, il est de traiter le son au travers des outils et après, ces traitements, ils se font grâce à des machines. Le côté artistique et créatif, évidemment, on l'a tout le temps, à chaque minute qu'on mixe un truc. Hein, parce que c'est pas que de la technique, c'est juste la relation entre une voix, une musique, et c'est pas seulement ton avis, ton goût, il faut imaginer ce que les spectateurs vont entendre. Quoi. Il y a une part qui est complètement hors technique, c'est-à-dire qui est de l'ordre du relationnel avec le réalisateur et l'équipe. C'est-à-dire de comprendre, c'est comme de la traduction en fait, c'est comme les traducteurs, c'est-à-dire le son c'est une autre langue pour la plupart des gens. Donc nous, notre boulot c'est de traduire en son et de traduire ce qu'on nous demande, les termes que vont utiliser un réalisateur ou un monteur, ça va être des termes qui sont très narratifs. Et c'est vrai que du coup, il faut essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Parfois, ils vont nous dire des choses qui sont complètement à côté de la plaque. En termes de son, ils vont parler de couleur, par exemple. La couleur, normalement, c'est un vocabulaire qui est associé à l'image. Mais on peut parler de couleur de son aussi, ça nous parle. Mais on va jusqu'à des réalisateurs qui disent, tu vois, c'est rouge, je voudrais que ce soit un peu plus bleu. Ah ouais. Et des fois, il faut être très patient. Hein. En tout cas, la problématique de ce métier, en dehors de la technique, c'est être patient, prendre sur soi, supporter la pression, parce que la pression, il y en a, évidemment, puisque le film va sortir. Alors après, c'est pas qu'une pression de son, hein, c'est la pression à tous les niveaux. Mais il y a tellement de bons moments que vraiment tu les oublies, vraiment. Je suis content de faire mon métier, ouais. Je suis content de ce que j'ai en ce moment, par exemple. C'est une drogue ce métier hein, quand même. On est malade quand on ne va pas dans un auditorium pendant plusieurs semaines. Tout d'un coup, on ne nous appelle plus. Et puis, ce qui est assez drôle par contre, c'est que du jour où on nous appelle, souvent, il y a un effet positif comme ça, un effet boule de neige. On ne nous a pas appelé pendant 3 mois et quand on nous appelle dans la semaine, on a du boulot pendant 6 mois. Ça, je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Je ne sais pas à quoi c'est dû exactement, mais c'est assez mystérieux. À une époque, ce qui m'intéressait, c'était clairement l'aventure, quoi.
l'aventure avec le son. Vraiment, mon outil, c'est le son. Comment on fabrique ensemble un film, qu'est-ce que ça propose comme expérience, et on constitue une équipe, allez, on y va, quoi. On va essayer, on va chercher quelque chose ensemble. Et du coup, c'est satisfaisant, quoi. Enfin, je sais qu'il y a... moi, j'ai besoin quand même de sentir que c'est dynamique, que c'est vivant, de sentir même que c'est pas Il facile. faut aimer la musique, le son, les gens, la technique, hein, évidemment. Ça. Mais je dis, à partir du moment où je te dis que moi, venir bosser, pour moi, c'est un plaisir. C'est pas vraiment un travail, j'ai pas l'impression de travailler. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? T'es bien payé. Non, mais c'est vrai, on est quand même bien lotis, moi, je trouve. Bon, faut y arriver. Donc c'est un chemin, c'est du travail. Même si je dis que c'est pas un travail, c'est un travail. Puis c'est un cheminement.